Donc c'est toujours un plaisir pour moi d'être associée aux journées d'échographie de la STGO et je vais commencer directement par l'imagerie de la phase fœtale. Donc l'imagerie de la phase fœtale est finalement un sujet assez compliqué finalement et qui mérite d'être donc la phase fœtale mérite d'être explorée de façon très minutieuse afin de ne pas laisser passer des anomalies. Et donc, on essaiera de simplifier en réalisant un examen méthodique, en commençant par un cliché de face, un cliché de profil, comme pour toute exploration. Et puis, comme on fait l'imagerie, on rajoutera un cliché axial, passant par les orbites. Donc, ces trois clichés, en fait, sont ceux que l'on retrouve dans les recommandations, les dernières recommandations de l'ISUOG et également dans le dernier rapport de la CNEOF, en fait, cliché de face, profil et cliché axial passant par les orbites, qui sont les trois plans orthogonaux qui assurent une exploration globale de la face. Donc la réalisation de ces trois plans permettra nécessairement une exploration globale de la face. Et donc ces trois clichés nous permettront de répondre aux items qui sont vérifier la présence des os propres du nez, aspect normal du profil, aspect normal de la lèvre supérieure et la présence des deux globes oculaires. Donc j'essaierai de détailler plan par plan les différentes structures qui sont habituellement visibles et d'illustrer par quelques exemples pathologiques sans être exhaustifs. Alors on va commencer par le plan axial passant par les orbites, donc il va être centré sur les orbites. Idéalement, l'abord de la face se fera de façon antérieure, de sorte à horizontaliser les deux globes oculaires, de sorte à permettre de visualiser donc, la présence de deux globes, leur aspect symétrique, aussi bien en taille qu'en transparence, de vérifier la présence de deux cristallins, donc les deux cristallins ici, qui sont transparents, de vérifier la distance interoculaire. Habituellement, l'espace situé entre deux globes permet de placer un œil. Et en cas de doute, on s'aidera des tables biométriques. On vérifiera également l'aspect du vitré qui est lors de l'échographie du deuxième trimestre parcouru par l'artère hyaloïdienne qu'on voit ici. Voilà, donc on voit parcourant l'axe antéro-postérieur du globe oculaire. Donc cette artère hyaloïdienne ne doit plus être visible à partir de 28 semaines car elle involue progressivement. Autrement, on sera en situation pathologique. On pourra également vérifier l'aspect et la régularité de la paroi postérieure de l'œil. Et enfin, le contenu de la graisse intraorbitaire, à savoir les muscles oculomoteurs et le nerf optique, qui sont plus facilement identifiables au troisième trimestre et avec une sonde de haute fréquence. Alors on commence par quelques exemples. Ici, on remarque une augmentation de la distance interorbitaire qui traduit un hypertellorisme sur ces deux exemples. L'hypertellorisme est vu classiquement dans la trisomie 21, mais également la trisomie 18. On le voit également dans la dysplasie frontonasale et dans d'autres syndromes polymalformatifs. On peut également observer un hypertellorisme dans l'encéphalocèle antérieur par phénomène mécanique. Et dans tous les cas, cette constatation devra faire pratiquer un examen morphologique exhaustif à la recherche d'autres anomalies. Alors, un autre exemple ici d'anophtalmie bilatérale. Donc, elle est définie par l'absence totale de globe oculaire et de cristallin. Donc, on voit les deux orbites vides des deux côtés. Ici, microphthalmie bilatérale, donc également on pourra céder des biométries, idéalement l'axe antéro-postérieur de l'œil pour objectiver cette microphthalmie, ou encore ici, dans cet exemple, un hypotellorisme franc et évident. Alors ces trois anomalies sont souvent associées à des anomalies sévères de la ligne médiane qu'il faudra savoir rechercher à chaque fois qu'on aura des anomalies des globes oculaires, donc allant de l'agénésie septale, la dysplasie septo-optique à l'holoprosencéphalie.
comme sur cet exemple ici, où on voit une cavité ventriculaire unique avec une fusion des deux thalamies dans le cadre d'une holoprosencéphalie. Ici, sur le cliché de profil, on voit l'absence de nez ou arynie avec présence de proboscis, caractéristique des anomalies sévères de la ligne médiane. Alors, dans le cas extrême, on aura un œil unique ou cyclopie, également ici dans le cadre d'une holoprosencéphalie, comme on voit sur ce cliché. Alors un autre exemple d'anomalie oculaire, c'est la perte de la transparence du cristallin. On voit ici une perte de transparence bilatérale, donc intéressant les deux cristallins, ce qui définit la cataracte congénitale. Alors il faudra rechercher les anomalies oculaires associées, donc, car souvent elles sont présentes, comme les microphthalmies ou la persistance de l'artère hyaloïdienne, qu'on voit notamment dans les pathologies infectieuses, mais également dans les anomalies chromosomiques comme la trisomie 13 ou la trisomie 18. Dans ce cas, c'était une cataracte congénitale héréditaire, donc la maman était porteuse d'une cataracte congénitale, le fœtus était également atteint. Et donc le diagnostic est important à faire en anténatal pour permettre une chirurgie néonatale et préserver le pronostic fonctionnel de l'œil. Ici, un exemple de persistance du vitré primitif avec la visualisation de cette artère hyaloïdienne au-delà de 28 semaines qui peut donc réaliser une fine ligne hyperéchogène ou encore une ligne plus épaisse, parfois triangulaire à base périphérique, souvent associée à d'autres anomalies comme ici une cataracte ou ici sur cette IRM une microphthalmie évidente. La persistance du vitré primitif peut être associée à un décollement de rétine ou à une hémorragie rétinienne et elle est également souvent associée à des anomalies chromosomiques comme la trisomie 13, trisomie 18 ou la trisomie 22, mais également d'autres syndromes polymalformatifs ou encore des causes toxiques. Voilà, donc on fait enfin un dernier exemple où on voit l'anomalie de la paroi postérieure de l'œil réalisant cette fente. En fait, c'est un colobome rétinien. On voit ici ce colobome sur l'image IRM ou encore sur cet exemple où on voit la perte de la régularité de la paroi postérieure de l'œil avec la présence de cette fente. Alors, le colobome rétinien est associé également à plusieurs anomalies, de plusieurs syndromes malformatifs, dont je citerai le syndrome Charge, car c'est une anomalie qui apparaît de façon sporadique et qui associe donc un colobome, des anomalies cardiaques, une atrésie des Cohen, un retard de croissance, des anomalies génitales et des anomalies oculaires, et également une agénésie des bulbes olfactifs qu'on pourra mettre en évidence en IRM. Voilà donc, pour résumer, les anomalies, les pathologies de l'orbite et du globe oculaire sont très très nombreuses et je n'ai fait que citer quelques-unes. Elles sont souvent associées à des anomalies entre elles ou à des anomalies morphologiques extraoculaires. Et donc, il est important d'aller les chercher pour arriver à un diagnostic et pour permettre d'évaluer un pronostic. Alors, on passe maintenant au cliché de face, donc, qui devra être symétrique, de sorte à vérifier la symétrie des narines. Et puis, on devra également vérifier la continuité de la ligne de la lèvre supérieure, la ligne hyperéchogène qui sépare la lèvre blanche de la lèvre rouge, et de cette manière éliminer les fentes labiales. Donc, le cliché devra être de bonne qualité. Alors, juste pour rappel, la lèvre supérieure elle est formée par la jonction de trois processus, un processus médian frontonasal et deux processus maxillaires qui vont se rejoindre au niveau des crêtes filtrales de part et d'autre du philtrum. Voici quelques exemples de fentes labiales. On voit ici le défect dans la lèvre supérieure qui est objectivé par un vide, un espace anéchogène rempli de liquide qu'on retrouve sur ce cliché axial, donc arrivant à l'arcade alvéolaire. Alors le cliché de profil permet également de suspecter l'anomalie s'il est réalisé en premier par cet aspect un petit peu irrégulier et dévié du philtrum.
Voici un deuxième exemple sur une coupe coronale un petit peu oblique, montrant ce défect au niveau de la lèvre supérieure, toujours anéchogène, sous-prolongeant ici dans l'arcade alvéolaire et puis objectivé sur la reconstruction tridimensionnelle. Alors ici, un exemple intéressant, car ce qui attire l'attention de l'opérateur, c'est l'aspect discrètement asymétrique des narines, d'où l'intérêt d'avoir un cliché bien fait. Donc c'est cette asymétrie qui permet, par la suite, en réalisant une petite inclinaison de la sonde, de visualiser ce petit décroché au niveau de la lèvre supérieure, et puis par la suite de mettre en évidence la fente labiale sur le cliché axial. Alors, encore un autre exemple de fente labio-alvéolaire ou encore de fente labio-alvéolaire bilatérale ici. Alors, plusieurs combinaisons sont possibles. Fente labiale isolée, fente labiale bilatérale, fente labio-alvéolaire, labio-alvéolo-palatine, unilatérale ou bilatérale. Et les choses se compliquent un petit peu plus lorsqu'il existe une fente palatine isolée sans fente labiale. Alors, un petit rappel pour le palais. En fait, le palais est constitué par la fusion d'un processus primaire et de deux processus palatins secondaires qui constituent le palais postérieur. Et ces deux processus vont fusionner d'avant en arrière pour réaliser une fermeture totale du palais avec la formation de la luette. Et c'est cette partie-là du palais, c'est cette ligne postérieure qui va nous intéresser à l'échographie. En fait, on va essayer de visualiser cette ligne par la réalisation d'une coupe axiale avec un faisceau sonore passant à travers la cavité buccale, de sorte à silhouetter la paroi postérieure du palais osseux par le liquide de la cavité buccale. Alors cette ligne est à ne pas confondre avec la ligne hyperéchogène du massif cervical qui, elle, se trouve en arrière de la cavité oropharyngée. Alors, toujours en acquisition directe, donc cliché natif, coupe axiale avec un faisceau ultrasonore passant par la cavité buccale. Donc, on va vérifier la continuité de cette ligne du palais postérieur, toujours ligne hyperéchogène avec de part et d'autre les apophyses ptérygoïdes qui correspondent aux petites ailes du sphénoïde. Alors, il est possible également de visualiser le palais par des reconstructions tridimensionnelles. Donc ici, triplant avec une réalisation de coupe épaisse. Ici, le palais qui est continu, donc on vérifiera l'absence de fente. Et toujours la ligne hyperéchogène du massif cervical qui ne doit pas être confondue avec le palais. Alors voici quelques exemples de fente palatine postérieure. Ici, on voit la solution de continuité au niveau de cette ligne hyperéchogène. Pareil sur cet exemple. Un autre exemple ici avec la correspondance clinique. Ici, on ne voit pas la ligne hyperéchogène. Dans cet exemple, on voit cet aspect en V inversé qui nous rappelle l'aspect des processus palatins secondaires avant leur fusion. Ici, nous avons un défect, une solution de continuité au niveau de cette ligne hyperéchogène. Et puis dans ce dernier exemple, on ne voit pas du tout la ligne hyperéchogène correspondant au palais postérieur, car il existe une interposition de la langue empêchant la formation du palais, empêchant la fusion des deux processus palatins secondaires dans le cadre d'une séquence Pierre-Robin qu'on va voir tout à l'heure, et avec cet aspect caractéristique de palais en arche romane. Alors, sur le cliché de profil, il est possible de visualiser le palais, mais attention, cette hyperéchogénicité ne correspond pas, cette ligne hyperéchogène ne correspond pas uniquement au palais, elle correspond aussi à la superposition de l'os vomaire, qui est un os médian situé dans un plan sagittal et superposé, il est situé au-dessus du palais osseux, donc, et qui va apparaître sous forme d'une hyperéchogénicité. Donc la visualisation de cette ligne sur le cliché de profil ne signe pas du tout l'intégrité du palais. Alors ce qui nous ramène à parler un petit peu du premier trimestre. Voici le cliché qu'on réalise tous pour la mesure de la clarté nucale, sur lequel on pourra visualiser cette ligne hyperéchogène qui peut correspondre aussi bien au palais qu'à l'os vomaire. Ici, quelques exemples de défects
au niveau de cette hyperéchogénicité, de cette ligne hyperéchogène qui correspond à des fentes palatines. Alors, un autre signe a été décrit justement en rapport avec cet os vomaire, encore une fois, c'est la superposition de ces deux lignes hyperéchogènes, et la vérification de cet aspect-là permettrait d'affirmer l'intégrité du palais osseux, avec une bonne spécificité, une bonne sensibilité. Ici, un exemple de fœtus présentant une fente palatine, où on a une simple ligne, pas de superposition de deux lignes hyperéchogènes sur le profil. Et on notera ici la présence d'un rétrognatisme dans le cadre d'une séquence Pierre-Robin. Notre signe également. Donc ici aussi un autre exemple, simple ligne hyperéchogène, pas de superposition de deux lignes en rapport avec la présence du vomaire sur cette coupe sagittale, donc on ne peut pas affirmer l'intégrité du palais osseux. Et sur les coupes parasagittales, on voit bien le défect correspondant à des fentes labio-alvéolopalatines bilatérales qu'on voit sur cette reconstruction, ou encore sur cette reconstruction tridimensionnelle ici. Alors un autre signe pour l'exploration du palais au premier trimestre correspond au triangle rétronasal, dont il faudra vérifier les trois côtés qui sont formés ici par les processus maxillaires et puis la base qui sera constituée par le palais osseux. Et donc l'absence de visualisation habituelle de ce triangle rétronasal, comme sur cet exemple, où on ne l'identifie pas du tout dans le cadre d'une fente labio-alvéolopalatine unilatérale, ou encore ici, où on ne voit pas du tout ce triangle, il n'est pas identifiable correctement dans le cadre d'une fente labio-alvéolopalatine bilatérale. Alors je ne dis pas qu'il va falloir faire des diagnostics de certitude de fente palatine au premier trimestre, mais c'est la connaissance de ces signes et l'entraînement à la visualisation de ces différents aspects nous permet au moins permet d'attirer notre attention sur l'intégrité du palais et à pousser un petit peu plus l'examen vers plus de détails. Alors, un petit mot pour les étiologies. En fait, les fentes faciales, que ce soit une fente labiale, labio-alvéolaire ou labio-alvéolopalatine, peuvent être isolées dans un grand nombre de cas. Près de 50% des cas, elles sont isolées lorsqu'elles sont latérales. Donc il faudra s'efforcer de le prouver en réalisant un examen morphologique minutieux et en cédant des examens complémentaires en cas de besoin. Il faut savoir que les fentes faciales sont parfois associées à des anomalies, des syndromes polymalformatiques multiples, ou à des anomalies chromosomiques qui peuvent entraîner des anomalies sévères. Et puis, c'est la raison pour laquelle la découverte d'une fente faciale doit s'accompagner d'un examen morphologique minutieux. Alors, les fentes palatines sans fente labiale constituent la difficulté finalement de l'examen de la face. Car il faut s'entraîner, le palais n'est pas très facile à visualiser et il faudra le regarder attentivement à chaque fois qu'il y aura une fente labiale et en présence d'autres anomalies, en particulier un hydramnios ou d'autres anomalies en dehors de la face. Alors on passe maintenant au cliché de profil. Le cliché de profil va nous permettre de voir beaucoup de choses. Alors tout d'abord, il faudra essayer d'avoir un cliché de bonne qualité, c'est-à-dire avoir un abord antérieur du fœtus et non pas par la fontanelle comme on le fait pour le profil du cerveau fœtal. Donc un abord antérieur pour bien montrer les os propres du nez et les reliefs de la face. Et ce cliché donc, de profil strict devra pouvoir montrer le corps calleux, l'hyperéchogénicité des plexus choroïdes du troisième ventricule et le vermis cérébelleux avec le quatrième ventricule. Donc on doit s'assurer qu'on est en coupe sagittale médiane stricte pour ne pas construire des anomalies. Alors ce qu'on peut voir d'abord au niveau du front, les tissus mous du front, dont au besoin on mesurera l'épaisseur si on trouve qu'ils sont épaissis. On peut les voir dans le cadre
d'œdème ou de tous les syndromes associés à une anasarque. Donc on recherchera un œdème diffus, des épanchements dans les séreuses, et on vérifiera donc l'absence d'anomalies cardiaques ou d'anémie fœtale qui peuvent être à l'origine de cet œdème. Alors au niveau du front, on peut avoir un front protru. Dans les macrocéphalies ou dans les craniosténoses, on peut avoir un front fuyant, au contraire, dans les microcéphalies. C'est dire l'intrication entre le développement du cerveau et le développement de la face. Ensuite, on analysera donc l'encélure nasale qui pourra être marquée ou à l'inverse aplatie, et on s'aidera de la mesure d'angles faciaux. Et puis on vérifiera donc la présence des eaux propres du nez. On le sait tous, l'absence d'eau propre du nez objectivée au deuxième trimestre constitue un marqueur de la trisomie 21 qu'il faudra rapporter au résultat du dépistage du premier trimestre s'il a été réalisé, et et qui nous incitera à réaliser un bilan morphologique plus minutieux à la recherche d'autres anomalies dans le cadre d'une trisomie 21 éventuellement. Et puis, donc on analysera ici la columelle qui peut être raccourcie, et puis le philtrum qui peut être également raccourci, allongé ou bombé, et puis enfin le menton. Donc ici l'illustration des angles faciaux. Ici l'angle facial supérieur qui est situé entre la ligne du front et la ligne passant par les eaux propres du nez, qui est de l'ordre de 130 degrés à peu près. Voilà, et puis ici, pour la mandibule, on vérifiera sa position par cette droite qui passe par le front. Habituellement, elle va passer par les eaux propres du nez, par le palais et par le menton. S'il n'est pas situé, s'il est situé en arrière de cette ligne, on suspectera un rétrognatisme. On pourra également s'aider par la mesure de l'angle facial inférieur, qui est situé entre la perpendiculaire à la ligne du front et la ligne joignant les deux points les plus antérieurs de la lèvre supérieure et du menton. Alors cet angle est de l'ordre de 60 degrés. Il sera très fermé dans le cas de rétrognatisme. Alors on va illustrer avec quelques exemples ici d'anomalies du profil fœtal. Ici, nous avons un front bombant avec une encélure nasale très marquée dans le cadre d'une achondroplasie, qui est une maladie osseuse constitutionnelle. C'est la maladie osseuse constitutionnelle viable la plus fréquente. Sa difficulté réside au fait que les anomalies échographiques n'apparaissent qu'à la fin du deuxième trimestre. Et donc, elles associent ces anomalies de la face à une macrocranie et à des anomalies squelettiques comme une cassure de la courbe de croissance du fémur, un aspect filé de l'extrémité supérieure du fémur, une micromélie portant sur les segments proximaux des membres, voilà, ou encore des anomalies du bassin. Alors un autre exemple d'anomalie du profil, ici un profil aplati dans le faciès de Binder, qui est caractérisé donc par un angle facial supérieur très ouvert. Habituellement, les os propres du nez sont de taille normale, une columelle très raccourcie avec des narines aplaties. Et donc cet aspect-là est retrouvé dans plusieurs étiologies, dont les chondrodysplasies ponctuées, qui sont des maladies osseuses, associant des ponctuations épiphysaires, comme on voit ici, et un aspect très court des phalanges distales. Alors d'autres anomalies peuvent être à l'origine de cet aspect-là, dont certaines collagénopathies, les déficits en antivitamine K et certains déficits alimentaires chez les femmes enceintes. Alors ensuite, les anomalies du philtrum. Ici, l'exemple de tout à l'heure de fente labiale avec un aspect dévié et complètement irrégulier du philtrum qui fera suspecter la fente labiale. On peut avoir un philtrum allongé, comme dans le syndrome d'alcoolisation fœtale, avec d'autres signes morphologiques comme un effacement des crêtes filtrales sera en faveur de ce diagnostic. On verra également un aspect pathologique du philtrum dans le syndrome de Cornelia de Lange, qui associe à lui seul plusieurs anomalies de la face,
Donc on verra ici un petit nez rond, un aspect bombé du philtrum, très caractéristique, associé à un rétrognatisme. Alors, certaines finesses sémiologiques permettent de confirmer un petit peu le diagnostic, comme l'hypertrichose avec présence de cils longs qu'on voit sur cette reconstruction tridimensionnelle, ou encore la présence d'un premier métacarpien très court, d'aspect rond, ou encore la présence d'une épine sous-mandibulaire. Voilà, on en arrive au menton, justement, où on peut décrire habituellement un micrognatisme ou un rétrognatisme, et très souvent les deux. Alors la différence entre les deux, un micrognatisme est un petit menton, une diminution de la taille de la mandibule, et il sera nécessairement en position postérieure par rapport à sa position habituelle du fait de sa petite taille. Et un rétrognatisme, c'est une taille habituelle de la mandibule sans que une taille habituelle de la mandibule, mais en position postérieure. Alors, en général, les deux sont associés parce qu'un petit menton va être nécessairement en position postérieure et les étiologies des rétrognatismes sont en général un défaut de développement de la mandibule ou une anomalie du développement de la mandibule. Alors on voit sur cet exemple la position postérieure par rapport à la ligne du front de ce menton, qu'on voit ici sur un cliché de profil à l'IRM ou encore sur cette reconstruction tridimensionnelle. Alors l'exemple caractéristique du micro-rétrognatisme est représenté par la séquence Pierre-Robin. Il s'agit d'une séquence parce que les anomalies sont les conséquences de l'une des autres. Donc la première anomalie constitue une anomalie du développement de la mandibule, entraînant un micro-rétrognatisme, qui, elle, est responsable d'une glossoptose avec une verticalisation de la langue, cette dernière empêchant la fermeture des processus palatins secondaires, réalisant une fente palatine postérieure, avec comme conséquence des troubles de la déglutition et souvent associés à un hydramnios. Alors la séquence de Pierre-Robin peut être isolée, mais elle peut être également associée à d'autres malformations qui peuvent être sévères. Et donc ici, juste pour illustrer l'angle facial inférieur, voilà qu'on voit qu'il est très fermé ici dans ce micro-rétrognatisme. Donc les étiologies sont très très nombreuses. Et souvent, s'il s'agit de syndrome polymalformatif ou d'anomalies génétiques, comme ici la microdélétion 22q11 ou le syndrome de Di-George qui associe des anomalies cardiaques et une agénésie thymique. Je n'ai cité que ces quatre-là, mais les étiologies sont très 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 nombreuses. Il peut s'agir de maladies musculo-squelettiques, syndrome polymalformatif, des anomalies chromosomiques ou encore d'autres étiologies. Donc le tout est de savoir chercher les anomalies associées à chaque fois qu'on a un micro ou rétrognatisme, savoir examiner le palais également à chaque fois qu'on a un micrognatisme. Je crois que j'ai terminé. Voilà, donc pour conclure, ces anomalies de la face sont très nombreuses et elles sont souvent associées. La découverte d'une anomalie de la face doit faire rechercher d'autres anomalies, en particulier des anomalies cérébrales, mais également extracérébrales, car les associations de multiples syndromes polymalformatifs est fréquente et donc qui permettra la réalisation d'examens complémentaires adéquats dans le cadre de concertation idéalement multidisciplinaire. Voilà, j'ai terminé. Merci.